Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci Mathieu pour cet accueil. Merci à toute l'équipe de la Maison du Livre de nous permettre d'être là ce soir, donc pour cette rencontre, cette discussion que j'espère à bâton rompu avec les trois auteurs, autrices qui m'entourent et que je vais présenter tout de suite. Je voulais simplement rappeler en effet que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'exposition que vous avez peut-être eu l'occasion de regarder en arrivant, et si pas, j'espère que vous le ferez avant de repartir, qui est une exposition qu'on a voulu avec Christophe Meuret, qui est dans la public ce soir. Donc on a organisé à partir d'archives conservées donc aux Archives et Musées de la Littérature, qui est cette institution, pour ceux et celles qui ne la connaîtraient pas, qui s'occupe de conserver les traces matérielles du patrimoine littéraire belge francophone et également des arts de la scène. Donc à partir de différents fonds d'archives, comme ça s'appelle un peu techniquement, eh bien, nous avons sélectionné un certain nombre de documents. On est parti chaque fois d'un objet, qui a appartenu à une écrivaine ou un écrivain, et à partir de ces objets, eh bien, nous avons voulu faire pénétrer le visiteur au cœur de une partie, on doit toujours être sélectif bien entendu, mais une partie de l'histoire littéraire. Et donc l'idée de cette exposition nous amène ce soir à discuter ensemble autour du rapport entre l'écriture et les objets, et puis on va essayer de décliner au cours de la soirée ces différents aspects grâce aux interventions des écrivains qui nous entourent et que je vais présenter tout de suite. Et je laisse encore un tout petit peu de suspense pour la présentation parce que je voulais, peut-être que vous aurez vu que sur le programme, il y avait 4 personnes annoncées pour la discussion de ce soir. Malheureusement, Corinne Hooks me demande de vous transmettre ses excuses. Elle ne pourra pas, elle n'est pas là d'ailleurs, elle ne pourra pas participer ce soir. C'est la situation sanitaire qui l'a obligée à rester chez elle. Elle le regrette très amèrement, très sincèrement. Elle m'a dit, j'ai essayé jusqu'à ce matin, j'ai essayé de lutter avec ma conscience et puis finalement la raison m'a obligée à rester chez moi. Donc je vous prie en son nom de l'excuser. Céline Delbecq est ce soir avec nous. Alors Céline, elle est née à Tournai et elle a fait des études au Conservatoire de Mons, formation de comédienne et puis de metteuse en scène, et puis d'écrivaine de théâtre, d'écrivaine dramatique. Le premier texte publié, elle l'a été en 2009, c'était Le Hibou, et il a d'emblée remporté le prix de la ministre de la Jeunesse aux rencontres Jeune Public de Oui. Et puis depuis lors, depuis 2009, pratiquement sans interruption, Céline, vous avez publié un texte par an, environ, à peu de choses près, textes qui sont régulièrement, ou qui ont été et qui continuent à être régulièrement joués sur les scènes belges et françaises, et peut-être suisses aussi. Non. Bon, belge et français, c'est déjà pas mal. Dans votre texte, dans votre écriture, se marque un intérêt particulier sur les personnes en marge, disons, de la société, ou en marge d'un équilibre mental peut-être aussi, enfin en tout cas un intérêt pour ces confins entre ce qui relève selon certains du normal et du moins normal, de ce qui est intégré et de ce qui l'est moins, etc. Alors, Laurent Demoulin, à ma gauche. Alors, Laurent Demoulin nous vient de Liège, lui. Il est poète, il est romancier, il est critique. Il est spécialiste de littérature française et belge contemporaine. Il enseigne à l'Université de Liège, mais il est également, et c'est à ce titre qu'il est là plus tôt ce soir, il est également romancier. Et il a écrit notamment Robinson, qui a remporté le prix Russell en 2017, ainsi que poète, avec à son actif plusieurs recueils de poésie, dont certains d'ailleurs ont remporté également plusieurs prix reconnus par les pairs et par la critique. Les thématiques, non, c'est ça. Et la thématique qui jalonne l'œuvre de Laurent Demoulin, si je dois la résumer peut-être en un seul mot, ce serait celle de la filiation, celle des relations familiales,
Ce sont en tout cas, il me semble, celles qui dominent dans votre œuvre. François-Emmanuel, à ma droite, vous êtes né à Fleurus, vous avez réalisé des études de médecine avec une spécialisation en psychiatrie et très tôt vous êtes intéressé à l'écriture mais également au théâtre puisque c'est par le biais du théâtre que vous entrez en littérature, par l'écriture, par le jeu, par l'interprétation, par la mise en scène. Votre premier roman remonte à 1989, c'est Retour à Satia, et puis depuis lors, une trentaine, presque 30 si j'ai bien compté, de titres ont été publiés, essentiellement des romans, des récits, mais également de la poésie, du théâtre, théâtre qui occupe votre actualité en ce moment même, puisque la pièce Dressing Room que vous avez écrite est actuellement, et encore pour quelques jours, jouée au théâtre Varia. Et il y a il y a d'autres actualités qui concernent nos différents auteurs, mais j'en parlerai peut-être plus en détail plus tard, en tout cas à la fin de notre rencontre. Donc en tout cas, je tenais à... Oui, bon, évidemment, vous faites partie de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique, et vous aussi, vous avez remporté différents prix, dont le prix triennal du roman en 2009 pour Regard de la Vague, et le prix Rossel, comme Laurent Demoulin, mais vous en 1998, pour La Passion Savinsen. Voilà. Donc je suis particulièrement ravie, je tiens à le dire à nouveau, je suis particulièrement ravie de pouvoir vous accueillir tous les trois ce soir pour discuter justement de ce rapport entre l'écriture, la création et les objets, et quel est, vous, en tant qu'écrivaine, écrivain, votre rapport à cette question matérielle de l'objet. Alors l'objet, quand on parle de littérature et les différentes pièces qui sont exposées dans cette exposition, ça peut être des objets liés à la pratique de l'écriture, liés directement à l'écriture, on en parlera également un peu plus tard, mais ça peut être aussi toute une série d'objets qui, pour des raisons qui généralement relèvent de notre expérience personnelle, eh bien, évoquent quelque chose, représentent quelque chose dans notre univers. Et je vous ai demandé à tous les trois de venir aujourd'hui, et on va commencer tout de suite, on va entrer tout de suite en matière si vous le voulez bien. Je demandais à tous les trois de bien vouloir venir avec alors il semblerait qu'il y a plus qu'un, mais c'est pas grave, c'est très bien aussi s'il y en a plusieurs, comme ça on aura le temps de décliner les différentes facettes des objets que vous avez choisi de nous montrer et sur lesquels vous avez l'intention de nous raconter des choses ce soir. Donc je vous ai demandé d'amener des objets sur lesquels vous aviez envie de parler. Voilà. Alors je ne sais pas, François, je vois que le sac est généreusement ouvert, donc je propose que vous commenciez. Oui, bonjour et merci. Merci de m'accueillir sur un sujet qui, a priori, ne m'inspirait pas extraordinairement. Je sais que j'ai écrit dans un livre « Les objets nous regardent », mais dans un livre un peu léger d'ailleurs. Mais je ne suis pas particulièrement fétichiste. Peut-être de mon chapeau, mais à part ça, je ne suis pas particulièrement fétichiste. Alors, comme vous savez, quand on n'a pas grand-chose à proposer, on cherche. Alors, j'ai beaucoup cherché dans mon bureau pour voir s'il n'y a pas 2-3 choses que je pourrais éventuellement apporter, des objets qui ont soit une histoire, soit un mystère, soit une tension, enfin, voilà. On pourrait dire dont j'aurais du mal à me séparer parce qu'ils ont une sorte d'histoire affective, au fond, quelque chose comme ça. Et donc j'ai vraiment fait mon devoir. Alors, voilà. Non, mais c'est très bien. On peut. Regardez, ceci c'est un livre en fait. C'est un livre que j'ai dû acquérir en 1997. C'est un livre qui comprend des languettes de feuilles de bananier avec des remèdes ayurvédiques. Et je me rappelle, j'étais à Cochin, dans le sud de l'Inde, à l'époque parce que je voyage beaucoup, souvent pour essayer de nourrir un peu
la matière romanesque. Et je me suis arrêté devant une sorte d'auvent, une espèce d'antiquaire. Enfin, ils vendaient des vieilles choses. En Inde, tout est toujours possible, surtout à l'époque. Et au moment où j'ai acheté ce livre, j'ai eu sous les yeux une vision absolument étonnante. J'ai vu quatre aveugles qui se tenaient comme dans le tableau de Bruegel, avec un enfant qui les guidait. C'était très étonnant. Et en plus, je crois, ou alors c'est ma mémoire qui a embelli, mais j'avais l'impression qu'ils chantaient. Bon, voilà. Ça, c'est l'histoire de ce livre dont je ne comprendrai jamais les remèdes. Et ces aveugles n'avaient rien à voir avec le marchand, ils étaient là par hasard? Non, ils passaient dans la rue. C'est une pure coïncidence. C'était une vision incroyable. Voilà. Et vous avez réussi à déchiffrer les remèdes ayurvédiques? Alors non, parce que c'est du malayalam en plus. C'est même pas du sanskrit, non, c'est difficile. Je crois que c'est du vieux malayalam. Voilà, c'est peut-être qu'il y a le remède qui me permettrait de guérir de mes nombreuses maladies, mais voilà, je ne les connaîtrai jamais. Voilà, ça, et cet objet est dans votre bureau alors? Oui, voilà, ça c'est un objet qui, à mon sens, a une force mystérieuse. Voilà. Je continue, si vous permettez. Bien sûr. Regardez, ça c'est un Laurence, objet... vous auriez dû finir par François, parce que Céline et moi, on est en train de paniquer, nos objets sont... Hein? Non, mais c'est parce que j'ai rien à dire. Alors moi, j'amène beaucoup d'objets, du coup. Vous auriez dû sentir que c'est de l'acmé. Alors, regardez, ça, c'est un objet extrêmement touchant. C'est une petite poupée, Guerillero. En fait, j'étais dans les mêmes années, ça devait être les mêmes années, c'était 98, 99, à San Cristobal, au sud du Mexique. C'était l'époque de l'insurrection Chiapa, pardon. Et vous aviez ce personnage charismatique du sous-commandant Marcos, qui était toujours masqué et qui faisait des discours incroyables. Il y avait une véritable utopie qui se dégageait de tout ce mouvement zapatiste. Et j'ai acheté ça, mais pas très cher d'ailleurs. C'était sur un marché d'une paysanne qui vendait des poupées. Et elle a transformé sa poupée en un petit guerillero. Donc toute la tendresse populaire pour ce qui se passait à l'époque. Parce que finalement, j'ai continué mon périple et je suis monté. Mais voilà, cet objet, il me plaît beaucoup pour ça. Alors, je continue. Alors ça, ce sont 3 dés qui ont que 4 faces. On m'a affirmé en Inde, mais je ne suis pas sûr que c'est vrai, mais que c'était des dés de Chaturanga. Vous savez, le Chaturanga, c'est l'ancêtre des échecs. Et ce qui est particulier au Chaturanga par rapport aux échecs, c'est que on doit tirer au sort. On ne peut pas jouer de manière automatique après notre adversaire. On doit tirer au sort. Et ça nous permet seulement de mobiliser une pièce ou un type de pièce. Je ne connais pas les règles en détail. Je sais simplement que c'est un jeu d'échecs 2 contre 2. On a toujours un allié. C'est la partie d'échecs indiens. Donc, puisque j'avais écrit un livre qui s'appelait La partie d'échecs indiens, ça m'a amusé et je me dis, tiens, c'est formidable. Voilà des dés de Chaturanga. C'est formidable. Comme un retour de mon livre. Alors, je les utilise quand je consulte le I Ching, le livre des mutations. Je vous conseille le livre des mutations, si vous ne le connaissez pas. C'est un vieux livre de divination chinoise où il y a 64 réponses possibles.
Et c'est d'une force incroyable. Quand vous avez une vraie question, encore faut-il avoir une vraie question. Une vraie question, une question qui vous taraude, enfin qui vous interroge profondément. Vous ne savez pas. Vous consultez le Yiking, ça s'écrit Yiking ou Yiching. Il y a beaucoup de traductions du Yiking, puisque vous savez que le chinois est une langue au départ pictographique, donc il y a beaucoup de traductions, et qui sont parfois assez différentes les unes des autres. Mais je pourrais donner un exemple, par exemple. Il y a bien 30 ans, j'ai voulu changer de boulot. Et j'ai accepté de rencontrer des gens qui étaient donc un pouvoir organisateur d'une institution qui était le Club Antonin Artaud. Club Antonin Artaud. Alors ça me parlait beaucoup. J'avais un métier de psychiatre, finalement 16 heures par semaine dans un centre de santé mentale, et puis j'étais très attiré par un endroit qui était un centre de jour qui s'appelait Club Antonin Artaud. Mais tout le monde me disait, mais vous savez, ce sont des graves, ces gens-là. C'est une institution, mais vraiment très grave. Et j'étais très partagé. Je me dis, mais qu'en est-il de cette espèce d'orientation professionnelle? La question, c'était plutôt quelle serait mon attitude à avoir par rapport à aller là-bas. Aller là-bas dans quel état d'esprit? Aller là-bas dans quel état d'esprit? Et je suis tombé sur cette formulation du Yiking absolument magnifique, et qui m'a accompagné pendant les 21 ans où j'ai travaillé là-bas, comme directeur, comme médecin directeur à l'époque. Et cette formulation, c'était « Qui s'attache le petit garçon perd le grand homme ». Alors, qui s'attache le petit garçon perd le grand homme. C'est-à-dire, qui s'attache? L'artiste, au fond, l'artiste en toi, peut-être, perd le père symbolique, le directeur. Donc, tu es là en position de directeur, tu es là en position de grand homme. Tu ne peux pas être là en position de petit garçon et de grand homme. Si tu t'attaches trop au petit garçon, donc toute la dimension au fond artistique, qui était une grande partie de ma vie, puisque j'écrivais déjà depuis longtemps, tu perds le grand homme. Et ça m'a beaucoup intéressé. Je me suis toujours relié à ça pendant toutes ces années où j'ai travaillé au Club Antonin Artaud. Tout ça, c'est une parenthèse pour parler de ces dés de Chaturanga. Mais comment s'associe les dés avec la réponse aux questions? Oui, Moi, je voudrais comprendre un petit peu la mécanique qu'il y a derrière ça. La méthode se fait avec des bâtons et des bâtons brisés. Mais alors, on fait une méthode plus simple avec des pièces de monnaie. Et en fait, vous voyez ça, c'est 2, ça c'est 2, ça c'est 2. Là, c'est 2, 2, 3. Et on peut avoir 6, 7, 8 ou 9. Enfin, voilà. Je peux vous expliquer ça, mais ça va vous embêter. Mais on arrive alors à ce qu'ils appellent l'hexagramme. Et puis, il y a 6 possibilités. Donc, on interprète, on lit. Alors, voilà. Et l'hexagramme, dans son ensemble, propose une image générale. Par exemple, le lac. Ça, je suis tombé dessus récemment. Le lac, et c'était très parlant, très parlant. Je vous dis pas le détail, mais voilà, peu importe. Mais ce livre aussi, finalement, est une sorte d'objet quelque part aussi, un objet particulier. Mais oui. Vous ne l'avez pas considéré enfin, vous en avez parlé longuement, puisque vous avez amené ces dés qui sont liés à ce livre. Est-ce que c'est aussi est-ce que vous considérez aussi que ce livre est une sorte d'objet qui vous accompagne? Oui, alors, il y a un auteur de science-fiction très connu qui a construit tout son livre avec le Yiking. De chapitre en chapitre, il réinterrogeait le Yiking pour savoir où aller. C'est vrai que je l'ai
parfois interrogé quand j'étais un peu en rade, quand je ne savais plus trop. Dans l'écriture aussi? Dans quelle direction aller. Alors, ça, je trouve, ce n'est pas une très bonne question. Ça veut dire qu'il ne me donne pas une très bonne réponse. Et c'est très important d'être très questionné. Mm-hmm. Voilà. Vous vous questionnez beaucoup quand vous écrivez, justement? Ah ben oui. Le problème, c'est que ce n'est souvent pas des bonnes questions. C'est qu'on se trompe de questions. Je me suis, par exemple, questionné beaucoup sur la question humaine. Est-ce que j'utilise ce document qui est un document historique? Est-ce que j'utilise ça? Est-ce que j'ai raison d'utiliser un document qui est un document qui a circulé, qui est dans le réel? Vous voyez? Et j'ai pensé très longtemps que ce n'était pas une bonne idée, qu'il fallait reconstruire, réinventer un document. Je suis un auteur quand même de fiction, par respect pour le réel, par respect pour l'histoire, par respect pour tout ce que ça a engendré de violence extrême, meurtrière et de mort. Voilà. Et puis finalement, c'est une mauvaise question, parce que je pense que ce document est tout à fait à sa place. Et voilà, dans chaque livre, on a comme ça des mauvaises questions. Le processus d'écriture, c'est un processus où on est questionné en permanence. On construit des plans et ces plans se deviennent très très vite obsolètes. Et puis alors on repart, on essaye de repartir dans un processus qui soit juste. Mais voilà, on est bourré de questions. Mais je pense maintenant avec le temps que je dois absolument accepter que la réponse, elle viendra peut-être chemin faisant, mais je ne dois surtout pas crisper mon vouloir, voyez-vous, à essayer de trouver une réponse, parce que souvent je la formule assez mal, la question. Enfin, c'est subtil. Vous permettez qu'on fasse une mini-pause dans vos objets pour que je me tourne volontiers. vers nos autres auteurs, et j'en profite pour rebondir justement, rebondir, ce mot que je n'aime pas tellement mais que j'utilise quand même du coup, sur cette idée de l'écriture. On va s'éloigner parce que c'est intéressant ce que vous dites, et je pense que ça vaut la peine qu'on profite de la présence de nos deux autres auteurs ici. Pour vous aussi, Céline, l'écriture, c'est un questionnement, des questions auxquelles on essaye de répondre, et puis parfois on ne se pose pas les bonnes questions. Et comment ça se passe? Ça se passe aussi sous forme de questions-réponses ou tentatives de réponse? Là, par rapport à ce que vient de dire François, je réagis parce que je viens d'écrire un texte, mais c'est pas au moment de l'écriture que je me suis... Si, évidemment, en écrivant, je me pose beaucoup de questions, mais surtout, je me perds beaucoup. Mais c'est maintenant que j'ai écrit, c'est après l'avoir écrit, je m'aperçois qu'il parle de ma sœur, et je me dis, est-ce que j'ai le droit? Et donc, c'est pas à partir d'un document historique, mais c'est plutôt à partir d'une histoire familiale. Et je l'ai écrit, c'est une fiction. Hein. Au moment où je l'ai écrit, j'ai pas réalisé que ça parlait de ma sœur. Et c'est après, j'ai dit, oh mince, ça parle de ma sœur, et toute ma famille va le comprendre. Et donc là, je suis en question à tel point que pour l'instant, je cherche des partenaires français. Je me dis, je vais pas le monter en Belgique. Le 28 mars, je serai passeuse d'un lundi en coulisses à Louvain-la-Neuve, et j'organise vraiment les lectures autour de cette question. J'ai questionné plusieurs amis auteurs en leur disant, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé cette situation? Est-ce qu'on peut échapper au fait de d'écrire les personnes qui nous entourent, et comment on les protège avec ça? Est-ce qu'on leur parle? Est-ce qu'on trouve des subterfuges? Est-ce qu'on décide de ne pas rendre public? Et je me suis dit, tiens, je vais changer de nom. Enfin, c'est vraiment des questions, parce qu'il s'agit vraiment de faire de la peine à personne. Et donc voilà, là, ça me pose ça comme question. Après, c'est pas tout à fait sur l'écriture en elle-même, c'est plutôt après avoir écrit. Les questions de l'écriture, elles sont plutôt... oui, j'ai plus l'impression que c'est se perdre que questionner, pour ma part. Alors, bon, je profite évidemment, hein, là je continue à faire mes petits sauts de puce, de réflexion en réflexion. Ce que vous venez de dire par rapport à votre sœur me fait évidemment penser à... pardon, mais c'est un peu facile, mais en même temps c'est tellement évident, le lien est tellement évident sur cette... peut-on écrire sur ses proches finalement? Ben oui, puisque j'ai écrit un livre sur mon fils,
qui est autiste, et donc il avait 10 ans à l'époque, et il ne parle pas du tout, donc il ne lit pas du tout. Donc, moi, je me pose très souvent cette question-là aussi. En général, il y a des tas de livres que je n'écrirai pas parce que, ou alors il faut vraiment que tout le monde meure, quoi, autour de moi. Non seulement mes frères et sœurs, mais oui, non, mais pas les assassiner, hein, Céline. Hein, juste attendre patiemment. Mais même mes enfants, il faudrait qu'ils meurent. Donc je ne peux pas espérer ça. C'est la chose impossible. Donc les rares fois où je l'ai fait, j'ai demandé, j'ai fait lire le passage. Est-ce que tu es d'accord qu'il y ait ça? Sauf au personnage principal de Robinson, puisqu'il ne peut pas, il ne parle pas et il ne lit pas. Donc, et en même temps, puisqu'il ne lira jamais, il ne souffrira jamais. C'était ça mon excuse. Mais franchement, sans faire le malin, j'en ai vraiment eu des crises d'angoisse quand c'était trop tard. C'est parce que quand c'était déjà prêt à l'édition, soudain, j'ai eu le même genre de questionnement que vous. Enfin, en même temps différent, puisque c'est rien faire, quoi. Et donc je n'aurai jamais la réponse. Peut-être qu'un jour votre sœur vous dira mais c'est super, c'est sympa, ou au contraire je ne te parle plus. Mais moi je n'aurai jamais la réponse puisqu'il ne le lira jamais. Et donc oui, je ne sais pas sortir de ça. J'ai fait alors je m'en suis sorti en changeant le nom. Il ne porte pas mon nom de famille et j'ai changé le prénom. J'ai donné un prénom fictif, Robinson, c'est pas son vrai prénom. Et vraiment, j'ai tenu bon parce que, comme il y a eu le prix, Recette, il y a quand même eu un peu de presse et des interviews. Et j'ai toujours tenu bon. Quand on me demandait de parler de mon fils, je dis non, je ne parle pas de mon fils. Et parfois, les journalistes à la radio, etc., ils sont forts pour. Et j'ai réussi à tenir bon. Je me suis dit non, je parle du personnage de mon roman, je ne parle pas de mon vrai fils. Donc, j'ai quand même réussi à mettre une barrière. Et puis, les journalistes m'ont demandé des photos. Je dis non, il n'est pas question. Donc, et il y a alors l'autre barrière que je me suis mis, c'est une distinction de Barthes. Hein, parfois, de lire des essais, ça sert à quelque chose pour sa conscience. Mais c'est peut-être un peu un tour de passe-passe, mais il fait une distinction entre l'intime et le privé. Et donc, un artiste ne peut pas faire autrement que de donner de l'intime. Et donc, du coup, il donne aussi de l'intime de ceux qui l'entourent, c'est presque impossible de faire autrement. Mais par contre, le privé, il peut et donc le préserver. Comment tu définirais par exemple, le fait de donner le nom, ça c'est de l'ordre du privé. Je respecte sa vie privée sans donner le vrai nom de mon fils. Par contre, je parle de son intimité profonde, puisqu'il y a même des scènes où il est au petit coin, comme on disait avant. Donc je donne son intimité, mais pas sa vie privée. Si c'est d'autres personnes, ne pas mettre le nom des personnes qui connaissent, surtout si c'est des gens un peu connus, etc. Ça ne me répond pas à tout, c'est un peu un tour de passe-passe, hein, mais j'ai quand même tenu à ces barrières-là, quoi. Ne pas donner le privé et en rester à l'intime. Je voulais dire encore un truc, mais je ne sais plus quoi par rapport à ça. Alors, par rapport à l'autre question, j'ai réfléchi pendant que Céline répondait de son côté. Moi, je crains que ce soit un peu dans l'autre sens. Je crois que j'ai un esprit un peu trop carré, comme ça, trop affirmatif, et que mon travail d'écriture, c'est de transformer des réponses en questions. Donc, c'est juste l'inverse de François. Je n'ai pas des questions au départ. J'ai trop d'idées toutes faites, enfin toutes faites. Je ne veux pas être trop modeste non plus, mais j'ai mon idée. Et puis cette idée risque d'être un peu simpliste, parce que voilà, moi j'ai la réponse, quoi. Dieu est mort, ouais, bah oui c'est clair, on a la réponse. Vous voyez, il faudra plus d'égalité dans la société. Voilà, ça c'est une réponse. Mais pour transformer ça en littérature, il faut que ça devienne une question. Je suis pleinement d'accord avec toi, hein, bien sûr. Le processus, c'est ainsi. Hein. Il s'agit. Oui, c'est une question de simplement processus. qu'on a quand même déplacé un peu la question. On l'a un peu déplacé. Non, les questions sont des questions de voir comment on va faire. On va en bouger la petite mécanique. Hein. Comment la petite machine, on va réussir à la bouger. Il faut la déplier à tel endroit. Il faut à tel endroit éventuellement rebondir. Il faut
Voilà. Mais c'est seulement sur le processus, sur la petite machinerie. Mais c'est vrai qu'au terme de ça, il faut surtout laisser le spectateur avec une grande question. Mais Voilà. elle aura bougé à l'intérieur de nous. On est très curieux au départ, et puis on croit qu'on va cerner quelque chose, et puis on cerne un peu, mais on l'a enclos dans le texte. C'est enclos dans le texte. Par exemple, si tu veux, dans la première version de Robinson, il y avait des passages qui tournaient un peu à l'essai. Et ma sœur, qui est une des personnes en qui j'ai confiance comme lectrice au départ, m'a dit, ces passages-là, Laurent, n'ont rien à faire là. Et quand on a écrit un passage, on y tient toujours, on a un peu envie de le garder. Et puis je me suis dit, non, elle a raison, c'est trop affirmatif. C'est trop de l'ordre de l'essai. Et ça n'a rien à faire là. Et donc, j'ai écouté ma petite sœur, et je les ai supprimés, et je crois que j'ai eu raison d'écouter ma petite sœur. Tu vois, c'est le genre de choses comme ça auxquelles je pense. Et donc, du coup, parce que, pour le dire autrement, peut-être que la littérature par rapport aux autres types de textes, pourrait, c'est une des définitions possibles, ce serait un type de texte qui laisse plus de place au lecteur et à la lectrice que un texte de loi, par exemple, ou un texte scientifique, où là, tout le monde doit comprendre la même chose. Un texte littéraire, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il y a plusieurs manières de l'entendre. D'ailleurs, en dehors de votre famille, on ne va pas reconnaître votre sœur. Donc, je crois que ça pourrait être une des définitions possibles du texte littéraire. Donc, du coup, il ne faut pas qu'il y ait des passages trop univoques. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tout à fait. Oui. Je ne sais pas si Céline voulait ajouter quelque chose à ce stade, mais ça viendra peut-être après. On parlait d'intime, on parlait de privé. Ça me permet de revenir évidemment à la question des objets intimes. Alors, on en a eu quelques-uns qui se rapportent à des voyages, à des expériences d'ailleurs, des expériences d'ailleurs dont on a compris qu'ils avaient aussi nourri votre écriture et certains voyages littéraires d'ailleurs que vous avez pu parcourir à travers les mots. Il y a encore d'autres objets ou bien c'est... Vous ne voulez pas voler la vedette aux autres, mais vous ne la volez à personne, hein, je vous rassure. D'accord. Très bien. Eh bien, Céline, est-ce que... Alors oui, j'ai ramené donc plusieurs objets qui sont vraiment très en lien avec l'acte d'écrire plutôt qu'avec l'inspiration de l'écriture. Donc j'écris avec. Très bien. Parce que j'ai réfléchi d'abord à un objet d'inspiration. Oui. Et en fait, j'ai des rituels d'écriture. En fait, oui, ce sont des objets de rituel. Et ça, qui changent. Par exemple, je vais une fois par an à la Chartreuse environ. Et je sais que quand j'arrive là-bas, je vais en cellule K, je demande en cellule H. C'est à côté d'Avignon. Hein, voilà, je récupère un petit bougeoir qui est là. J'ai le petit bougeoir. Je vais à la bibliothèque chercher. J'emprunte à chaque fois la biographie de Marguerite Duras. Comme ça, je la mets à côté de moi. Je mets un bouquet de... Mais ça, c'est mon rituel de la Chartreuse. Et par contre, les objets avec lesquels j'écris, donc il y a le casque avec mon téléphone, et ça c'est parce que je m'enregistre régulièrement lire les textes. Alors parfois ça peut être des passages très courts, ça peut être 1 minute, parfois je m'enregistre pendant 1 heure, et puis je sors, je vais marcher, et je réécoute, et ça me permet d'être pas toujours le nez sur l'ordinateur, et d'entendre, j'ai besoin de l'entendre régulièrement en fait, d'entendre aussi quand il y a plusieurs personnages. On va y venir, j'ai aussi des objets qui m'aident à travailler avec plusieurs personnages. S'il y a des différences de langage, parce que forcément je lis tout toute seule, si on entend qu'ils sont plusieurs, ou si on arrive à les reconnaître. Voilà, donc ça je fais. Donc le passage par l'oralité est immédiat finalement dans l'écriture. Oui, et en fait, je passe là quand je n'y arrive plus. Quand je bloque, quand je me dis, je sais qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais je ne sais pas quoi. Et là, j'enregistre et je marche. Et alors, si ça dure 1 minute, je marche dans mon appartement, je fais des allers-retours dans mon bureau. Et si c'est 1 demi-heure, je vais au parc du Den en général. Je fais tout le temps, je fais la même promenade, mais parce que c'est le plus près de chez moi.
Voilà. Et donc, ça fait partie des objets vraiment du quotidien et du rituel. Oui. Oui, c'est vraiment, Enfin, c'est pas c'est- des ça- objets d'inspiration, c'est des, Oui, oui. c'est des outils, c'est des outils. Des outils, oui. Idem avec le papier collant et la paire de ciseaux. Dont j'ai Très entendu concret, parler dans un podcast sur lequel on reviendra. C'est vrai Oui. Ah oui. Eh bien, parce que je n'arrive pas, en tout cas, les pièces de théâtre, n'arrive pas à les écrire dans l'ordre. Et donc, j'écris plein de scènes, et puis c'est un puzzle. Et donc, j'imprime en recto, ce qui n'est pas très écologique, et je fais des puzzles immenses. Parfois, je me dis, il ne faudrait pas que les services sociaux débarquent chez moi, parce que tous mes murs sont placardés. Par petits bouts, et puis je décolle, je coupe un morceau, je vais la coller ailleurs. Et ça, quand je pars en résidence d'écriture, ces objets-là, ils sont dans ma valise. Hein. Je pars le 11 février, ils seront tous dans ma valise. En plusieurs exemplaires, s'ils se perdent, ou bien non, quand même pas? Non, je ne suis pas fétichiste pour ça. Et alors, là, vraiment, le comble de la médiocrité, j'ai des Playmobil. Parce que quand il y a plusieurs personnages, si j'ai pas ça, je ne sais plus qui entre, qui sort, qui est sur le plateau, qui... Et donc voilà, ça ce sont les personnages de ma dernière pièce, c'est eux. Vous pouvez les mettre debout peut-être, comme Oui. ça, voilà. Donc ça c'est Jean, Voilà. ça c'est Claire, Faisons les ma sœur. présentations. Sylvia. Alors il me manquait un personnage féminin, donc j'ai pris une petite fille, mais en fait c'est une adulte, Rose, l'infirmière, et un petit garçon qui est l'enfance de Jean. Donc, si vous voulez faire plaisir à Céline Delbecq, offrez-lui un jeu de Playmobil Ah oui, pour qu'elle ait plus de personnages encore et puisse adapter ses Playmobil. Voilà. Mais après, quand il y a trop de personnages, personnages, personne ne l'achète, le spectacle. c'est vrai aussi. Et donc, ces Playmobil sortent pendant l'écriture. C'est vraiment au moment du puzzle que j'en ai besoin, parce que il faut que je vois qui est sur le plateau. Et puis donc dans cette dernière pièce, ça se passe dans un hôpital. On ne dit jamais que c'est un hôpital, mais on comprend que c'est un hôpital psychiatrique. Et il y a des personnages qui entrent et qui sortent, et parfois ils vont du côté des chambres, et parfois ils vont dans le jardin. Alors c'était pour ça aussi, parce que après je les vois qui sont plus que deux, et je dis mais où sont les autres? Et comme je change l'ordre des scènes, voilà, j'ai mes petits Playmobil. Pendant longtemps, j'avais des cailloux, mais... C'est moins pratique, les cailloux, pour différencier Voilà. les personnages les C'est uns ça. des autres, c'est certain. Mais donc, ça veut dire que concrètement, vous écrivez toujours en pensant au spectacle. Est-ce que vous envisagez déjà, parce que vous avez quand même différentes facettes que vous n'avez pas abandonnées. Il n'y a aucune des facettes que vous avez abandonnées. Ça n'a pas été une succession dans votre carrière déjà longue, finalement. Vous êtes jeune, mais déjà longue. Vous avez une assez longue expérience. Donc ça veut dire que quand vous écrivez, vous vous projetez déjà dans une mise en scène? C'est plutôt vers la fin. Je ne sais jamais ce que je vais écrire quand je l'écris. Jamais. Et parfois, je pense que je vais écrire autre chose. Et ça se dessine vraiment au fil de l'écriture. Et donc là, je ne pense pas du tout au spectacle. Il peut y avoir... d'ailleurs, dans celui-ci, il y a une chouette, il y a une forêt, il y a un arbre. Enfin, oui. Et parfois, on ne sait pas si c'est une vraie chouette ou une fausse. Puis parfois, c'est une fausse, parfois, c'est une vraie. Parfois, c'est l'enfant qui crie, puis parfois, c'est une... Enfin, parce que lui voit un enfant quand il regarde par la fenêtre. À chaque fois que l'autre arrive, il n'y a plus personne. Et donc, il se dit, mais si, il a fait ouh. Ah, mais oui, j'ai entendu, mais j'ai cru que c'était une chouette. Mais non, c'était lui, il était là. Et puis plus tard, quand on comprend que c'est son enfance... On comprend aussi que c'était une vraie chouette, que c'est lui qui a fait cet assis. Donc, je ne sais pas comment je vais mettre en scène tout ça, ni si je vais le mettre en scène, enfin, en France, probablement. Donc, je ne pense pas... non, quand j'écris, c'est vraiment... Je pense que j'écris à partir d'un... En tout cas, ce spectacle-là, puisque j'avais aucune obligation, aucun partenaire, aucune demande, aucune commande, j'ai vraiment écrit à partir... oui, je pense de questions qui m'habitaient profondément. Bon, là, c'est l'histoire de cette femme
qui est en fait un légume parce qu'elle est sous camisole chimique. C'est ça la question qui est au milieu. Et moi, c'est 2 questions qui m'habitent profondément. C'est comment on peut laisser quelqu'un dans cet état-là, et l'autre, c'est quand on assiste à quelqu'un qui délire, on ne peut pas non plus le laisser dans cet état-là. Et donc c'est vraiment une division. Et je pense que c'est un dialogue entre un personnage qui dit il n'y a pas d'autre solution. Il fallait... est-ce qu'il n'y a vraiment pas une autre solution? Et donc voilà, je pense que c'est deux parts de moi-même qui se questionnent. Et puis après, il y a le puzzle et les Playmobil. Et c'est pas tant la mise en scène que la cohérence même de l'écriture. Parce que si c'est pour quelqu'un d'autre, si elle est dans la chambre, elle est dans la chambre. Il faudrait pas qu'elle revienne du jardin avec... Oui, c'est la question de la cohérence. Et puis effectivement, s'il y a cette étape de puzzle qui complique, enfin, qui en même temps est stimulante, voilà, on comprend qu'elle est stimulante dans votre écriture, mais elle complique effectivement le maintien de la cohérence absolue, puisque les scènes sont prédécoupées. Merci. Je dois montrer mon objet. Ça me semble pas décent comme ça finalement. Alors, oui. Ben oui, c'est bien. Ça marche ça. Oui. C'est même pas le vrai. Parce que bon, c'est trop précieux, donc c'est un facsimilé. L'original est chez moi, mais disons c'est une petite boîte. Alors, parce que moi, les objets que j'aime bien en général, c'est des gros objets, genre une armoire, un vélo. Et donc je me suis dit, je ne vais pas les amener ici, ça va être compliqué. Donc j'ai cherché autre chose et qui a des rapports avec l'écriture. Et ce n'est pas tellement la boîte qui compte, là elle est jolie, elle vient de Cracovie en Pologne. Mais c'est ce qu'il y a dedans. J'ai comme ça, dans mon écritoire, une petite boîte de cette taille-là, avec plein de petites choses comme ça dedans. Et il faut deviner ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ça? Non, pas du tout. C'est... Non, pas mal, mais non. Ça a quand même un peu de rapport avec l'écriture. Non plus. Et je vous jure, c'est vrai que j'ai chez moi une petite boîte avec plein de cette petite... Ah, voilà, François a trouvé. C'est une rondelle de cahier à Thomas. Donc parce que... Vous voyez? Une rondelle de cahier à Thomas. Un jour, je ne sais pas, il y a un de mes cahiers à Thomas de l'école primaire qui s'est démantibulé, il n'y a pas moyen de le refaire, et j'ai décidé de garder les rondelles et de les mettre dans des petites boîtes. Et donc, je suis très content parce que moi j'aime bien les cahiers à Thomas, et je crois que c'est une invention belge. Parce qu'un jour j'écrivais pendant les vacances et j'étais au bout de mon cahier à Thomas et j'étais en Provence et j'ai voulu en racheter un. J'ai fait 10 000... en France, ça n'existait pas. Peut-être maintenant, à Thomas a conquis le monde, mais pour le moment, à l'époque, en tout cas, non. Et donc, parfois, mes textes sont trop courts, il reste des pages. Et donc, je suis content d'avoir des rondelles de réserve pour refaire des cahiers supplémentaires. Ça me rappelle une personne qui m'avait longtemps expliqué, d'ailleurs, qu'elle était attachée. Vous savez, on a un doudou quand on est petit enfant. Oui, oui. Elle avait au moins 30 ans passés. Elle était encore attachée à son doudou. Et puis, mais son doudou, il n'en restait presque plus rien. C'était plus qu'un bout de doudou. Et puis après, elle m'a dit, ce ne sont plus que quelques fils, mais je n'arrive pas à me détacher encore. Et ça m'y fait penser. Il y a de ça. Mais sauf que moi, ça a une utilité, parce que ma petite réserve de rondelles me permet d'économiser l'achat de nouveaux cahiers en récupérant toutes les feuilles supplémentaires, vous voyez. Alors, mais bon, c'est pas ça qui est pour ça que pour faire le malin de mon économie domestique, c'est pourquoi les cahiers à Thomas? Pourquoi? Bon, je trouve que c'est bien pratique, d'une part, parce qu'on peut enlever une page. La déplacer, c'est un autre système que coller au mur, hein. Mais on peut les déplacer, justement, c'est un peu la même idée. On peut les déplacer, on peut rajouter des pages plus petites, parce qu'il y a plein de sortes de tailles de cahiers à Thomas, maintenant, c'est merveilleux. Et ajouter des commentaires avec des feuilles d'autres couleurs, etc. Donc c'est bien pratique, je trouve. Mais je crois que le fond, ça me rappelle l'enfance. Parce que quand j'étais petit à l'école, les cahiers à Thomas, il y en avait un pour les choses vraiment importantes. L'instituteur imposait l'achat de ces cahiers plus chers, mais c'était réservé à... Enfin, c'est un cahier qui, dès la 3e primaire, avait une sorte de... Je ne sais pas dans vos écoles à vous, mais
Moi, c'était comme ça. Dora, c'était considéré comme une sorte de luxe. Et donc, c'est à la fois précieux et ça renvoie à l'enfance. Et enfin, c'est une banalité, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un rapport souvent entre l'écriture et l'enfance. Dans le dernier livre de François que je suis en train de lire, ça apparaît, le lien entre l'art et l'enfance. Et je me demande si c'est même pas un peu... Bon, je lance un truc comme ça, c'est peut-être une grosse bêtise que je vais dire, mais peut-être un peu une particularité de la littérature francophone de Belgique, cette obsession pour l'enfance, ou de la Belgique tout court. Hein, on va avoir des passeports avec des Lucky Luke et Tata. Bon, ça me paraît normal, moi je ne sais pas pourquoi ça choque tout le monde. C'est le pays de l'enfance, enfin c'est un pays où des gens sont célèbres parce qu'ils s'occupent des enfants, ils font plaisir aux enfants. Il y a les États-Unis qui sont comme ça et nous surtout. C'est notre seul point commun avec eux. Enfin je digresse complètement. Mais en tout cas, vous disiez filiation, mais c'est lié quoi, filiation, il y a toujours quelque chose... j'aime bien en écrivant de retrouver mon regard d'enfant sur les choses. C'est justement aussi pour sortir de l'affirmation adulte. C'est un autre moyen, c'est de retrouver ce regard enfantin sur les choses. La première nouvelle dans mon dernier bouquin, c'est ça que j'ai essayé de faire. Alors on n'y arrive jamais évidemment, mais on essaye quoi. Et donc c'est ça, Thomas, c'est à la fois un confort d'écriture et une petite Madeleine, un truc comme ça qui me protège un peu, c'est un peu fétichiste effectivement, donc un peu à doudou. Je suis d'accord François avec la comparaison. Et tout ça aussi et on dirait qu'on est un peu tous les trois dans le même bain, mais moi je suis pas du tout... Il y a beaucoup d'écrivains maintenant qui écrivent directement sur l'ordinateur. Et moi, c'est à ce moment-là que ça cesse d'être drôle. Il faut quand même bien qu'on y arrive à l'ordinateur. Mais le plaisir du plaisir, c'est un bon cahier, un bon stylo. Et j'écris debout. Et le taper à l'ordinateur, c'est utile parce qu'on a un recul qu'on n'a peut-être pas justement à cause de son cahier à Thomas. Il est trop gentil, le cahier à Thomas. C'est de toute façon beau. Parce qu'il y a le côté charnel de l'écriture manuscrite et tout ça. Et donc, passer à l'ordinateur, c'est affronter la froideur et il faut que le texte résiste à ce bas d'acide de l'ordinateur. Mais en tout cas, moi, je ne saurais pas comment c'est tout. C'est le boulot, quoi, l'ordinateur, quand même. Ça devient un peu un boulot. Et c'est la fin de la liberté, pour moi, un peu. Jean-Philippe Toussaint, dans ses brouillons, avait annoté une phrase comme ça en marche, comme ça, comme une règle qui se donne à lui-même. Il se dit, tout me permettre quand j'écris, ne rien laisser passer quand je me relis. Et ça, je trouve ça assez bien comme règle d'écriture. Le premier jet, vraiment, on fait tout ce qu'on veut. On se permet tout. Et puis quand on se relit, et se relire sur la machine, c'est plus froid. On se dit, bon, non, là, Laurent, ça va pas, quoi. C'est ça, donc le côté gentil du cahier à Thomas et le côté oui. plus sévère, voilà. plus rigoureux ou qui oblige à plus de rigueur de la machine. Je profite évidemment pour poser la question suivante, puisque celle-là en amène naturellement une autre. Comment écrivez-vous, François? À l'aide de quel objet ou quels objets écrivez-vous? Ouais. Je me suis fait vraiment à l'écriture sur écran. Je m'y suis fait tout à fait depuis le temps. J'ai probablement beaucoup de voix qui viennent en même temps dans la tête. Alors c'est facile de... J'ai gagné une forme de souplesse et donc je suis sur l'écran. Alors, forcément, on a besoin de ritualiser toujours un peu. Et maintenant, j'ai construit une forme de rite qui me convient bien. J'écris toujours au même moment de la journée. Et souvent, Qui est lequel, si on peut savoir? Le matin, le plus souvent, parfois le soir. C'est les seuls moments où je suis un peu éveillé, au fond, le reste du temps. Et j'essaye de faire précéder ça par un temps de méditation chantée. Moi, j'aime ça. Et ça m'ouvre bien.
Ça n'a rien à voir avec l'écriture, hein. Mais ça ouvre. Je constate que certains jours, c'est plus ouvert que d'autres. Alors ça dépend de choses très inconscientes, de la nuit qu'on a passée. Si on a parfois des nuits harassantes et parfois des nuits très reposantes, très douces. Voilà. Mais il y a une sorte de mise en condition. Oui, autant que possible. Mais étant entendu, comme l'exposait très joliment Céline, que voilà, on est sur une matière un petit peu mouvante, on est dans un désordre plus ou moins, un chaos plus ou moins calculé, voilà. Et ce chaos est très précieux parce que on sait que c'est là, oui, c'est là où il y a beaucoup de possibles encore. Rester le plus longtemps possible avec beaucoup de possibles. Plus on avance dans le livre, plus les possibles vont se réduire. Ça se restreint. Oui, Oui. oui. Et justement, est-ce que ça m'intéresse ce que vous dites par rapport à cette question des voix, les différentes voix. Pourquoi, je ne saisis pas très bien, comment le travail, l'écriture sur l'ordinateur permet justement de canaliser ces différentes voix ou de les faire émerger justement ou de leur donner une amplitude. C'est parce que si je passais par le papier, ce serait raturé en diable, terriblement raturé, voyez-vous. Tandis que sur écran, enfin pour moi, j'ai une plus grande souplesse. Donc ça veut dire que contrairement à ce qu'expliquait Laurent dans son cas, il n'y a pas un premier jet fluide qu'on laisse couler, qu'on laisse aller, on laisse advenir les mots. C'est un retour sur ce qui vient d'être écrit en permanence, quelque chose comme ça. On peut dire ça comme ça, mais ça. Vous savez, il y a des moments où on est sur son pas de course et ça va très bien. Il y a des pages qui viennent très bien, souvent sur la fin d'une période. Et alors, il faut tout prendre. Mais c'est très rare, c'est une grâce, ça arrive quelquefois. Et la question de la rature, ça m'intéresse aussi parce que je me souviens, il y a quelques années, on avait organisé une exposition qui n'avait rien à voir avec les objets, mais on avait demandé, c'était sur le théâtre, et on avait exposé différentes pièces, et il se trouve qu'on voulait parler de Jean-Marie Pième, et on n'avait pas de documents manuscrits de Jean-Marie Pième dans nos collections, et pour une question de logique, de scénographie, etc., il nous manquait quelque chose. Il se trouve qu'on le connaît, et donc on dit Jean-Marie, est-ce que vous ne voudriez pas nous donner quelque chose d'écrit à vous ? On ne demande pas que vous nous le donniez pour les archives, mais pour que la cohérence de l'exposition reste entière. Et il nous a répondu en écrivant un petit mot à l'ordinateur. J'ai oublié ces mots, je ne peux pas les reproduire tels quels parce qu'ils étaient beaucoup mieux dits que ce que je vais dire, mais en substance, le message était celui-ci. Je déteste mon écriture manuscrite. Depuis que je suis enfant, je ne la supporte pas. Je pense que ça date de l'époque où mes instituteurs estimaient que je faisais trop de pâtés, trop de ratures, j'écrivais trop salement. Et ça a induit chez moi un rapport conflictuel à mon écriture manuscrite. Et avait-il confessé d'une certaine manière, ce n'est qu'à partir du moment où j'ai pu écrire à travers un outil mécanique, en l'occurrence la machine à écrire, que mon écriture s'est libérée et que j'ai pu vraiment commencer à écrire. Et donc, votre réflexion sur elle vous gêne, vos ratures ? Ça me fait penser à ça. Est-ce qu'elle vous gêne ? Ça vous gêne de voir des ratures ? Ça vous bloque ? Non, ce qui a... comme écrivain... Donc, je crois que c'est Emmanuel Carrère qui dit ça. Finalement, on verse petit. On essaie de verser ce qu'il y a dans notre tête pour que ça aille sur la page. Ok. Mais ce qui fonctionne, c'est ce contact, c'est-à-dire ce retour quand on voit le texte. Le texte, et c'est lui qui stimule pour aller plus loin. Et donc, le retour que me donne un texte tapé sur écran est plus fort, est plus juste, est plus direct. Parce que, que sur papier, où il va immanquablement y avoir une suite de ratures, parce que je tâtonne. Enfin,
quelque chose comme ça. Oui, ça rejoint finalement un petit peu ce que Céline disait il y a une seconde sur ce retour de l'oralité. Je ne sais pas si c'est le même processus, mais alors évidemment on parle on aurait tendance à se dire, ben oui, forcément, comme c'est du texte qui est censé être dit, puisque c'est du texte théâtral, mais c'est pas ça, si j'ai bien compris. Parce que même si c'est pour autre chose que du théâtre, hein, j'ai dû faire récemment un exercice d'admiration pour La Chartreuse, justement. C'était pas un texte théâtral, et j'ai fait la même chose. Mais effectivement, ça rejoint peut-être... il n'y a pas de rature. Quand je relis D'ailleurs, parfois, j'ai envie de changer au moment où je lis et je me l'interdis. Alors, en même temps que je lis, parce que je suis aussi sur l'ordinateur, le mot que j'ai envie de changer, je le surligne en jaune. Mais je continue à lire ce qui est écrit pour être vraiment sûre pour entendre... Oui, pour arrêter de faire des ratures un moment et écouter ce que c'est. Et qu'est-ce qui ne fonctionne pas là-dedans? Ou de quoi il manque? Quel mot il faut enlever? Ou parfois, c'est de la conjugaison aussi. Tiens, en fait, non, cette phrase-là, il faudrait la dire au présent. Oui, ça permet d'avoir un recul et un recul différent que celui du travail. C'est la confrontation. Il me semble que dans vos deux réflexions, en tout cas, il y a ce point commun entre la confrontation avec un texte, qu'il soit lu ou qu'il soit écrit à la machine avec un Times New Roman, un Arial ou que sais-je. Enfin, en tout cas, une police de caractère qui justement n'est pas de l'ordre de l'intime, ce n'est pas de l'ordre de l'écriture manuscrite, et donc de l'intime permet justement d'avoir cette distance. Et alors, du coup, qu'est-ce qui se passe entre l'écriture manuscrite et l'écriture, la retranscription? Est-ce que les corrections se font au fil de la réécriture? Est-ce qu'il y a des repentirs dont on a plus de mal à se défaire parce qu'ils ont été coulés dans une écriture manuscrite ou pas? Ou comment ça se passe? Oui, non, je suis très libre. En tapant, je change déjà des choses. Je retouche déjà des choses. J'élague déjà un petit peu, ou je rajoute parfois aussi. Donc, c'est pas parole d'évangile, mon écriture manuscrite, c'est plus l'embrayeur, quoi. Peut-être de nouveau, c'est parce que l'écriture manuscrite, j'ai la même depuis toujours. Je m'y reconnais. Ça renvoie à l'enfance aussi, de nouveau. Des trucs comme... oui. Et donc... c'est comme si ça me protégeait un peu, ça me permettait de... Et alors, je peux passer des mois sans arriver à écrire, mais une fois qu'il y a quelque chose qui est parti, j'écris très vite à la main. Et le chipotage, les relectures à voix haute et tout ça, je le fais avec l'écran. Une certaine époque, j'ai appris, mais puis je disais, là, je reste sur l'écran. Mais à la main, je ne sais pas, ça va tout seul, moi. Et alors, j'aime bien aussi parce que j'écris n'importe où. Je peux me promener, m'arrêter sur un banc, écrire ou à l'étranger, sur les places, je ne sais pas moi. Et ça, je trouve ça très confortable d'écrire au milieu de la vie, au milieu des gens. Même parfois, je vais à un concert et dans le noir, j'écris. Mais j'essaye de ne pas faire de bruit pour ne pas déranger les gens. Mais j'adore ça, d'écrire pendant les concerts de musique classique plutôt. Et quand même, avec mon ordinateur, ça n'irait vraiment pas. Hein. Donc, c'est marrant, votre technique, Antoine Waters fait la même chose de mettre sur les murs. Et c'est pas du théâtre, donc il m'a raconté ça, qu'il mettait tout sur les murs. Et il y a un autre poète, Karel Logiste, lui il a encore une autre technique, c'est marrant, il m'a raconté ça il n'y a pas longtemps. Il a un dictaphone sur son téléphone, mais donc il ne s'enregistre pas, il parle et ça écrit, enfin un programme qui transforme la voix et donc il se promène et il a une idée de poème et il s'enregistre, enfin pas il s'enregistre, il dicte. Et ça s'écrit. Et je lui dis, mais ces programmes ne sont pas encore au point. Il m'a dit, ben oui, justement, c'est pas mal. Il m'a dit, c'est un pourvoyeur de... Comment est-ce qu'on dit encore d'accident intéressant. Oui, mais... lagère légère, la figure lagère légère, de mots proches qui se retrouvent... Paronomase, voilà. Il me dit, c'est un pourvoyeur de paronomase.
parce que souvent c'est un autre mot, quand il se relit, c'est un autre mot. Et puis il dit, mais c'est pas mal qui est ce mot finalement. Et il le laisse, mais il remet quand même l'autre à côté. Il remet le vrai à côté, qui ressort très fort, donc ça fait paronomase. Et je dis, bon, voilà. Donc la technique, c'est une époque formidable. Je ne réponds pas à votre question, je parle un peu des autres. Mais ça m'a fait penser, ce que vous racontiez m'a fait penser à ces deux pratiques-là. Donc là, c'est un poète, en plus, c'est comme Lamartine qui écrivait, qui jetait derrière lui à la plume. Carole, lui, c'est son téléphone portable. Les techniques ou les technologies évoluent, les pratiques et du coup les habitudes et les stimuli quelque part aussi évoluent pareillement. J'ai entendu, j'ai écouté plus exactement il y a quelques jours un podcast, Céline, dans la série Alinéa, qui est une série qui vient d'être créée par Bella, qui est le site que vous connaissez sûrement, ce regroupement de présentation d'auteurs et d'autrices belges contemporains. Et donc je vous engage à Alinéa, retenez, vous pourrez aller écouter Céline, mais je vous dévoile quand même, tant pis, on va un peu dévoiler une part du contenu, parce qu'il y avait des choses qui sont en lien évidemment avec ce dont on parle aujourd'hui. Et bon, vous l'avez raconté sur le podcast, donc je pense que je peux vous poser la question. Il est question notamment d'un sac en plastique qui contient certaines choses précieuses. Vous pouvez nous dire, voilà, en cas d'incendie, il semblerait que Céline a un sac en plastique. Je suis trop transparente en interview, c'est terrifiant. C'est public, donc c'est pas... voilà, J'ai tous mes carnets intimes depuis que j'ai 6 ans qui sont dans un sac plastique, prêt au cas où il y a un incendie. Mais c'est comme si c'était la preuve que j'avais vécue. Je garde pas grand-chose, je conserve pas grand-chose, mais ça et mon premier plâtre. Je sais pas pourquoi, j'ai encore un petit plâtre d'enfant comme ça. Si, je sais très bien pourquoi. Parce que ma grande sœur avait eu un accident, elle avait eu un plâtre sur le nez. Mon père avait dessiné une fleur, j'en étais folle de jalousie et comme par hasard, je me suis cassé le bras derrière. Et mon père a aussi fait un dessin sur mon plâtre et je crois que c'est pour ça que j'ai gardé mon plâtre. J'avais 5 ans. C'est la même sœur, oui, qui a eu son plâtre avant moi. Voilà, donc on retrouve finalement le plâtre, il n'était pas dans le podcast Alinéa, le sac en plastique, oui, mais le plâtre pas. Donc vous voyez. Mais c'est parce qu'ils sont ensemble que j'y pense. Finalement, on en apprend aussi ce soir concernant d'autres objets, en effet. La pratique, je ne sais pas si je peux poser la question, mais je suppose que oui. La pratique du journal intime, c'est important pour l'écriture ou c'est autre chose? Je pense que c'est autre chose parce que j'y parle pas d'écriture. Parce que moi j'adore lire les journaux d'écrivains. Je lis en ce moment celui de Virginia Woolf où elle parle beaucoup de son rapport à l'écriture, de ses difficultés d'écriture et tout ça. Et je racontais tout à l'heure à Laurence en arrivant que j'ai reçu un mail récemment de quelqu'un qui tient une revue littéraire des journaux intimes d'écrivains et qui me demandait si je pouvais, et que je me suis dit tiens, est-ce que je pourrais rendre quelque chose public? J'ai ouvert et j'ai fait non. Très 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 rapidement. Non, je pense que moi j'écris là-dedans pour me décharger de certaines choses. Peut-être que ça me permet de me concentrer sur autre chose. Et parce que j'ai pas, à part cet accident, mais j'ai pas du tout le désir moi de mettre ma vie intime, de la dévoiler. Maintenant, je pense qu'il y a des choses qui se dévoilent sans nous. Enfin, oui, malgré soi. François, le journal intime, qui reste un objet, lui aussi, lié forcément à l'écriture, il occupe quelle place dans votre vie? Donc, dans votre vie d'écrivain. Oui, bien sûr. J'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai essayé plusieurs fois, mais ça ne va pas. Je pense que le cœur de l'écriture, pour moi, il est ailleurs, ailleurs. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est l'ailleurs même de moi. Et c'est pour ça que ça ne va pas, ça ne vibre pas. Quand je me mets à écrire des choses de ma vie, je trouve ça lourd.
je trouve ça pesant pour les autres. Donc j'utilise très peu cette chose-là. J'y arrive pas. Alors, il m'est arrivé quelquefois, parce que de travailler, mais alors c'est plus de l'ordre du poème. D'ailleurs, j'écris sans doute un long texte, une suite de textes qui sont une suite de poèmes que j'appelle fragments du bas monologue, qui sont des choses de ma vie. Mais je les ai écrits sous une forme poétique, cette forme de poème comme portement de ma mère, c'est-à-dire le chant que d'ailleurs Laurent a eu la gentillesse de reprendre. Et donc c'est comme ça que je fais avec le journal intime. Ça ne peut être possible que si j'arrive à le transmuer un peu. Alors, dans les voyages, c'est différent. Alors, dans les voyages, j'écris, c'est des notes. Des carnets de voyage ou des notes de voyage. Il y a parfois des petits enjeux un peu rigolos. Je me souviens des petits... Parce qu'on achète ces petits carnets. Vous savez, ces petits carnets qui sont faits main. Et je me suis amusé. J'en ai écrit un. J'écris des poèmes à partir des petites des petits défauts du papier. Je trouvais que ça faisait... Voilà, ça m'amusait un peu. Ou la matérialité du papier vous inspire quelque chose de l'ordre de l'écriture. Des petits essais. Je sais que j'étais dans les jardins d'Hyderabad, je trouve un magnifique titre, dans les jardins d'Hyderabad. Et c'était une journée où il faisait très très beau. C'est une ville qui est au centre de l'Inde et je sais que j'ai écrit, je demandais à chaque... Mais c'est une question qu'on peut poser en Inde, parce qu'on la poserait ici, je pense qu'on verrait assez vite des gens très inquiets. Je leur demandais, « What is for you the name of God ?» Et alors ils l'écrivaient, mais c'est étonnant, parce que c'est chaque fois dans des langues différentes. Il se fait qu'Hyderabad est... Et donc je m'amusais un peu avec ça. Alors, entre les interventions des passants, voilà, j'écrivais un peu sur la question, on va dire, de ce qu'on appelle de God. Et j'ai gardé ce petit objet qui est un beau petit objet au fond j'aurais pu l'amener. Et vous en parlez très bien, donc ça c'est bien très aussi. Bien. Mais donc voilà, c'est là où le journal intime s'arrête, oui, pour moi. Laurent? C'est un peu comme Céline. Ça m'arrive d'avoir des périodes où j'écris mon journal intime, mais c'est quand ça ne va pas, et seulement un certain type de ça ne va pas, c'est quand ça ne va pas avec quelqu'un, que j'ai un problème relationnel, humain, amical, amoureux, professionnel, n'importe quoi. J'écris, je rouvre mon journal à ce moment-là, et quand ça va bien, ou si ça ne va pas pour d'autres raisons, j'en ai pas besoin. Et donc c'est vraiment, moi, purement thérapeutique pour le coup. Mais ça m'a intéressé quand même littérairement, parce que justement, comme Robinson a une grande part autobiographique, même si ce n'est pas 100% autobiographique, le père qui est décrit me ressemble, mais est quand même vachement idéalisé par rapport à ce que je suis dans le réel. Comme on m'a très souvent posé la question, est-ce que Robinson c'est thérapeutique ? Je pouvais dire non, parce que j'avais ce point de comparaison avec le vrai écrit thérapeutique qui est, moi c'est l'inverse, s'il y a le feu, je laisse, c'est tellement mal écrit, je veux que personne au monde ne lise ça. Vous comprenez ? Oui, vous non plus, vous ne voulez pas qu'on le lise. Ah non, hein. Moi aussi c'est le moment littéraire, la revue. Oui. Moment littéraire. Moi aussi, ils m'ont demandé, et j'aurais fait autre chose, ils n'étaient pas tout à fait contents. Mais parce que j'ai dit non, mon journal, c'est vraiment mauvais. Enfin, c'est pas de la littérature, voilà. Tout simplement, c'est de la thérapie. Et c'est pas la même chose, la littérature et la thérapie. C'est deux choses très importantes, mais c'est pas la même, c'est pas vrai, je crois pas. Et je crois que quand on est, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, François, parce que vous êtes aussi thérapeute, mais je crois qu'il y a quelque chose de
ça peut faire mal, enfin, de faire de la littérature, ça ne me fait pas toujours du bien, alors que mon journal, il ne me fait que du bien, mais c'est vraiment nul. Enfin, je veux dire, parfois j'écris pendant 10 fois, j'ai une crise d'angoisse, j'ai une crise d'angoisse, j'ai une crise d'angoisse. Même Christine Angot n'ose pas. Pardon. C'était trop facile. En plus, j'aime encore bien Christine Angot. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, je trouve ces deux choses différentes. Et au moins, le journal m'a appris ça, que c'était deux choses très différentes. Et c'est là que, quand même, tu donnes des petits éléments pour qu'on comprenne la différence entre l'intime et le privé. Voilà, tu vois, aussi. Parce oui. que moi, il me semble que l'intime, je suis d'accord, hein, l'intime, ça a quelque chose, du côté de l'universel, ça tire. Mais quelqu'un comme Annie Ernaux, elle parle d'elle. Et on pourrait dire que c'est de l'intime, c'est traité, c'est du privé traité, quand même. Oui. Oui, Oui. qui est adressé, je vous le donne. Et le journal, c'est du privé, effectivement. Et ça ne s'adresse qu'à moi-même. Donc ça n'a pas de valeur du tout littéraire. Et donc, on en revient quand même à la question que vous posiez au début, qui est « J'écris sur ma sœur ». Il n'y a pas de réponse. Hein. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Oui. Mais par contre, ça m'intéresse. Moi, ça m'intéresse d'entendre que. En fait, je me suis aperçue en étant en face de cette question et quand on m'a dit mais qu'est-ce que tu vas proposer comme texte au lundi en coulisses, je me suis dit mais moi il y a plus que cette question-là qui m'intéresse pour le moment. Et donc j'ai contacté plusieurs amis qui m'ont envoyé des textes en me disant bah oui tiens ce texte-là moi ça me parle de ça. Et en fait ils ont tous des histoires différentes autour de cette question, mais tous se sont posé cette question. Et donc en fait je trouve ça passionnant. Et ça va de, bah oui, moi j'ai écrit l'histoire de mon neveu qui voulait faire son service militaire. Ah, et qu'est-ce que ça a provoqué? Et elle dit, j'espérais que ça provoque du dialogue dans la famille, qu'on interroge. Et tout ce qu'on m'a dit, c'est, ça tu l'as piqué à Léo. Ça va de ça à une autrice qui est réfugiée politique, qui est exilée politique, parce qu'elle a écrit une pièce sur le régime dictatorial. Et donc, elle parle aussi elle s'est mise en danger, elle a mis en danger sa famille. C'est des extrêmes, quoi. Et elle, dans la vidéo qu'elle m'a envoyée, parce que donc chaque auteur, on va lire un extrait de leur texte. Et puis, il y a une vidéo où il parle de cette question. Dans la vidéo qu'elle m'a envoyée, elle termine par la question, c'est est-ce que ça vaut le coup? Voilà. Je suis d'accord avec ça. Et en plus, même quand on a l'accord, par exemple, dans Robinson, il y a un petit passage où je décris mon fils aîné, une scène avec mon fils aîné, et je lui ai fait lire avant, il ne m'a dit pas de problème. Puis quand il l'a vu en vrai livre, il m'a dit, mais les gens vont le lire, c'est mon enfance à moi, qu'est-ce que tu as foutu, quoi? Je lui ai dit, mais tu étais d'accord, mais... Donc, il y a aussi de nouveau ce passage par la réification dans le livre qui est publié chez un éditeur qu'on connaît et tout ça. Ça ne faisait pas la même chose que la feuille A4 tapée à la machine et imprimée par papa. Et pareil, j'ai écrit un recueil de poèmes à la mort de mes parents et mes frères et sœurs étaient vraiment ravis, hommage des parents et tout. Mais quand le livre est arrivé, oh, pourquoi tu as écrit ça? Oh, j'avais oublié ce détail sordide, pourquoi tu l'as mis dans le livre? C'est pas facile, pas facile du tout. L'écriture et la publication sont encore deux étapes différentes et on accepte l'écriture, c'est pas pour ça qu'on accepte la publication. Le théâtre, ça doit être aussi quelque chose encore. Si elle voit la pièce, elle voit une actrice qui joue elle, ça doit être drôle. Donc, je ne veux pas vous mettre la pression. C'est pas tant qu'elle joue elle, mais c'est qu'elle joue elle joue une question qui est celle de la camisole chimique. Donc après, ça n'est pas ma sœur, ça n'est pas l'histoire de ma sœur. Le personnage, c'est un autre personnage, mais il y a quand même la question de on abandonne quelqu'un au silence. Terrible question. Et pas de réponse après y avoir travaillé pendant 1 an et demi. Oui, non, cette fameuse question de l'éthique, l'éthique de la rencontre.
comment sauvegarder ça? Même quand on est en position de filmeur, par exemple, c'est pareil, on filme. Si on filme, les gens sont tout heureux d'être filmés. Et puis, c'est une sorte de pacte un peu faustien, parce qu'une fois que c'est là, est-ce qu'ils sont aussi d'accord? C'est ça qui est difficile. Alors, il y a quand même un élément de réponse, c'est du côté de l'éthique, c'est-à-dire que ouais, on peut parler de quelqu'un, je trouve, si profondément on lui donne une forme de place, si profondément on le met dans une position, on va dire, de respect ou voire d'amour parfois. Oui, il me semble qu'à ce moment-là, cette vibration qu'on va apporter, ça va rien abîmer. Ça va pas. On évite un peu la vraie question que tu as posée, mais je pense que c'est une manière souvent de s'en sortir. Mais bon. Oui, je suis très touché par ce que vous dites là, parce que c'est un peu ce que j'ai voulu faire, effectivement, puisque c'est magnifique ce que tu as fait. Hein, c'est un livre d'amour pour mon fils. Oui. Et une autre manière encore de m'en sortir très proche, c'est ce que tu dis aussi, c'est je donne la parole à quelqu'un qui ne parle pas. Donc, mais malgré tout ça, il y a quand même eu des moments où j'étais là, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas le droit. Donc, ça tourne tout le temps, c'est des roues. Il y a des moments où je vois le côté positif et m'a beaucoup aidé le fait qu'il y ait plein d'autres parents qui étaient contents. C'est comme si je faisais parler leur enfant à eux. Ça m'a un peu sorti de l'ornière aussi. Donc, mais quand même, il y a d'ailleurs, c'est sur la 4e de couverture du bouquin, cette question et c'est les éditeurs qui ont sorti ça qui est dans le livre, il écrit parce qu'il ne pourra pas le lire, quelque chose une sorte de... Donc, je suis d'accord et merci de ce que tu dis là, mais en même temps, la question reste de toute façon. Et donc, c'est là l'autre de la camisole chimique, l'autre de l'autisme. Oui. Non, je ne sais pas finir ma phrase, mais effectivement, au total, je suis quand même content d'avoir publié ce livre. Hein. Je ne regrette pas, je ne suis pas en train de vous dire j'aurais pas dû, je n'adore pas. Mais c'est une question qui revient parfois et je n'ai pas la toute dernière réponse à cette question. Mais je propose justement de revenir en faisant entendre un bref passage justement de Robinson dont Laurent vient de parler pour revenir à cette question de l'objet puisque j'ai fait l'exercice de chercher dans chacun de vos livres quelque chose qui a un rapport à l'objet. Donc, puisqu'on est là aussi pour parler de littérature, mais aussi pour entendre un petit peu de littérature, à défaut de la lire, vous allez me permettre de vous faire entendre justement un bref extrait de Robinson que j'ai là dans les mains. Robinson me désigne régulièrement en haut de l'armoire le cylindre de plastique jaune servant à produire des bulles de savon. Il se fâche si je lui dis non, sous prétexte que je suis occupée, qu'il pleut ou qu'il fait trop froid. Je préfère dire oui et lui offrir ce petit plaisir durant un laps de temps très court, plutôt que de le lui refuser tout net. Il supporte mieux la frustration partielle que la frustration totale. Je vérifie alors qu'il n'a en main aucun objet susceptible d'être jeté par-dessus bord et j'ouvre la fenêtre. Celle-ci lui arrive à l'épaule. Il met les mains sur la rambarde. Et d'un souffle, je produis des bulles de savon qui s'éparpillent entre les toits et que nous avons tout le loisir d'observer du haut de notre 3e étage. Aujourd'hui, le vent traverse la ville avec brutalité, s'engouffrant dans notre rue comme s'il y poursuivait un voleur, puis changeant brutalement d'avis, tournant sur lui-même, opérant un demi-tour ou s'immobilisant soudain selon un caprice incompréhensible à nos yeux. Les bulles de savon, pourtant émises d'un même souffle, suivent des chemins contradictoires. Le quart de seconde qui prépare leur formation respective suffit à les faire glisser sur un courant différent
et a conféré à chacune un destin autonome. Le destin autonome des bulles de savon, c'est aussi le destin autonome de Robinson et son père, c'est aussi le destin autonome de chacun d'entre nous. L'objet des bulles de savon, le prétexte du jeu des bulles de savon, ouvre en réalité beaucoup de pistes de lecture, en tout cas de pistes de réflexion qui sont à relier avec l'ensemble de la thématique et du parcours de ce livre. Les bulles de savon pour de vrai, mais pourquoi aussi? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui se cache derrière ces bulles de savon? Moi j'ai une hypothèse, mais je vais laisser répondre. Merci de la lecture d'abord, et puis je n'avais pas pensé à cette hypothèse-là, que c'était lié à leur destin respectif. C'est le texte qui le dit, hein, c'est pas moi. Oui, peut-être. Parfois, oui, tant mieux, tant mieux. Ça illustre ce que je voulais dire tout à l'heure, que le texte appartient en partie aux lectrices et aux lecteurs, donc tant mieux. Je crois qu'il y avait, c'était tiré du réel, et puis, bon, c'est un texte où il est quand même beaucoup question de la propreté, comme on dit, de manière très euphémistique, c'est-à-dire de merde, voilà, dit de manière plus plate. Et donc je pensais qu'un contrepoids avec des bulles de savon, ça faisait du bien quand même dans ce bouquin-là, parce qu'après avoir parlé de beaucoup de caca, un peu des bulles de savon qui s'envolent dans l'air, je pense que c'était bienvenu. Je crois que mes lecteurs et mes lectrices m'en ont ségré d'avoir une petite pause aérienne comme ça. Et puis oui, il n'y a pas tellement de choses qu'ils arrivent à partager, ce père et cet enfant, donc voilà, je crois que c'est ça. Et puis il y a un arrière-fond référentiel, il y a un écrivain qui n'est pas loin derrière, peut-être pas juste dans le passage là, un peu plus loin dans le même passage, et il y a un petit pastiche de Francis Ponge qui a écrit tout un livre sur le savon, voilà, l'auteur des objets. C'est dommage qu'il n'était pas disponible, parce que je crois que là, il nous enterrait tous. Il ne parle que des choses, lui. Enfin, c'est aussi les animaux et les plantes, mais je pense que c'est le plus grand poète que je connais, en tout cas, de l'objet sur lequel j'ai fait ma thèse de doctorat. Donc, j'aimais bien aussi qu'il soit un peu là dans le livre, de nouveau. C'est comme si, en écrivant, j'ai besoin de me protéger un peu avec les gens que j'aime. Et donc, le savon, c'était aussi un clin d'œil comme ça à mon bon Francis Ponge, donc, qui a écrit Le parti pris des choses. Et donc, voilà, le parti pris des choses, où il veut chaque fois, enfin, c'est l'objet de ma thèse, mais je ne vais pas en parler trop longtemps, je vous rassure. Je résume ma thèse en 5 minutes, c'est un exercice à la mode. 180 secondes, oui, pas 5 minutes, c'est trop long. Ce que j'ai compris dans ma thèse, ce que j'ai essayé de dire dans ma thèse, c'est que chaque poème adaptait sa propre écriture à l'objet dont il était question. Il y a la valise de Michaud, là, j'ai vu dans l'exposition. Il ne s'entendait pas bien, Ponge et Michaud, parce que Paulan, qui était un drôle de type, les a montés l'un contre l'autre. Il était l'ami de l'un et publié l'autre, des trucs comme ça. Enfin bref, je m'égare. Mais il y a un poème qui s'appelle La valise de Francis Ponge, et qui commence comme ça. Ma valise m'accompagne au massif de la Vanoise. Et vous avez au début de la phrase ma val, et ça se termine par la vanne. Et tous les sons sont comme ça, inversés de part et d'autre et puis il y a des comparaisons, une première comparaison, puis une deuxième, puis deuxième fois la deuxième, puis retour à la première. Tout s'emboîte tout le temps comme ça dans ce poème-là, pour mimer le caractère intérieur de la valise. Et donc, il y a des jeux incroyablement formels comme ça, et qu'on ne voit pas du tout. On peut tout à fait, parce que ma valise m'accompagne au massif de la Vanoise. Bon, voilà, c'est une phrase qui a l'air complètement plate. Et donc, voilà, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais parce que quand j'ai vu la valise de Michaud, je me suis dit, ça c'est marrant. Et donc, oui, il y avait un peu d'intertextualité là-dedans aussi. Mais il y a sûrement des interprétations très, très, très psychanalytiques et tout ça à voir. Oui, certainement, mais enfin, comme on est là pour parler aussi des objets, on a parlé de plein d'autres choses, mais on est là aussi avant tout, puisque c'était le sujet de la rencontre de ce soir, des objets et de l'écriture.
Je trouve qu'effectivement, cette réflexion à Ponge est tout à fait à propos. Je vais poursuivre la lecture. Et de François Emmanuel, j'ai choisi un extrait. Alors, j'ai pas isolé la citation de tout à l'heure concernant les objets, mais j'ai choisi un autre passage. C'est dans le livre Les Murmurantes, qui rassemble 3 recueils, et 3 nouvelles, pardon. Et la nouvelle Les Murmurantes, justement, commence comme ceci. Ce matin, Rosalia a fermé les volets. Je l'ai entendue aller d'une pièce à l'autre et fixer de l'intérieur les barres métalliques horizontales, qu'on appelle ici les barres d'ouragan. Pourtant, la radio n'avait pas diffusé d'avis de tempête. Le ciel était limpide et la mer presque calme, à peine agacée par ce vent du sud-ouest qui est le vent des jours tranquilles ici à la Gaviniera. Dans le grand corps de la maison, j'écoutais le pas traînant de Rosalia qui ouvrait les fenêtres, encastrait les barreaux, et je voyais venir le moment où elle allait frapper à la porte de ma chambre pour me demander la permission d'entrer. Dans l'entrebâillement, elle avait les yeux rougis par les larmes, mais nous ne nous sommes rien dit. Rosalia et moi, nous nous connaissions assez pour ne pas chercher à lire en l'autre ce que nous savons trop. En l'aidant à placer les barres métalliques dans les petites encoches de métal, je me suis souvenu que nous avions pratiqué la même opération 3 ou 4 ans auparavant, un matin où la couleur de l'horizon de mer venait de virer à l'ocre et où, dans le calme effrayant, le brusque silence des oiseaux, on entendait monter, du fond de la pénombre intérieure, le premier mouvement du concerto pour violon de Sibelius. Alors, l'objet qui m'intéresse ici, c'est bien entendu ces volets et ce processus de fermeture des volets. Commencer la nouvelle par cela. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi les volets? Qu'est-ce que ça vient faire là? Mais Christophe, qui est ici, a certainement les oreilles qui se dressent, puisque, en fait, c'est une nouvelle qui commence par les volets de la maison que l'on ferme, à la faveur d'un deuil, et les volets que la maison qu'on ouvrira à la fin de la nouvelle. Ça ouvre et ça ferme, en quelque sorte, le processus de deuil qui va durer 4 jours, et c'est le secrétaire de l'écrivain qui est mort, qui écrit. Alors, évidemment, pour moi, c'est très émouvant de pouvoir rentrer comme ça dans une nouvelle qui est peut-être un court récit ou un court roman, à partir d'un objet comme celui-là et surtout d'un objet, parce que ça c'est quand même notre travail d'écriture, un objet très concret, parce qu'on le sent, encastré dans les encoches, on le sent, vous voyez, ça c'est le genre de détail qui fait effet de réel, c'est bien. Puis ça crée une autre lumière, on va rentrer dans une autre lumière. Oui. L'entrebâillement avec toute la symbolique qu'il peut y avoir derrière cette idée, on voit sans voir, on devine, on se cache, on observe l'autre, toutes choses que l'on peut faire à travers l'entrebâillement. Et Rosalia, évidemment, voilà, Rosalia dont les yeux sont rouges, donc Rosalia avec lequel il y a une intimité, Rosalia qui d'emblée entre au fond comme personnage en premier. Oui. Je disais que les oreilles de Christophe allaient se dresser parce qu'on avait un peu réfléchi à ce qui revenait assez souvent comme motif dans mon travail de livre en livre, et souvent on entre dans un roman comme dans une maison, chez moi, souvent. En tout cas, dans le dernier livre aussi, Raconter la nuit, c'est pareil. C'est une maison. On entre comme dans une... Alors, allez savoir pourquoi. Allez savoir pourquoi. Je pense toujours à cette phrase de Blanchot. Étroite la présence, vaste le lieu. C'est une phrase que j'aime énormément. Habiter un lieu, écrivain,
d'un roman où on habite pendant un moment un roman, même si c'est un roman de voyage. On habite un roman comme en tant qu'écrivain, comme on habite une maison, je vais y arriver. Oui, c'est ça. Oui. Les volets ouverts, fermés, que l'on ferme, que l'on ouvre, ça me fait penser à un des écrivains qui est là juste derrière Laurent. Chez Maeterlinck, on a aussi énormément de portes, de volets, de portes qu'on ouvre, de fenêtres qu'on ouvre. Voilà, il y a toute une filiation finalement. C'est peut-être pas celle-là que vous aviez à l'esprit, bien entendu, au moment d'écrire ces lignes, mais il y a une filiation malgré tout à travers cette symbolique, parce que chez Maeterlinck, les portes qui s'ouvrent et qui se ferment sont souvent liées à l'irruption de la mort aussi. C'est pour ça que ça m'y fait penser, évidemment. Souvent chez Maeterlinck, c'est la mort qui entre par les portes ouvertes ou par les portes fermées, ou qui ne sort pas de la maison tant que les portes ne sont pas ouvertes, etc. Enfin bon, je ne vais pas faire n'a pas fait un discours sur une étude sur Pont, je ne vais peut-être pas la faire sur Maeterlinck, mais voilà, cette réflexion en tout cas me fait penser à cela. Et je vais terminer cette séance de lecture par le dernier texte publié, si je ne me trompe, de Céline, avant celui dont on a parlé aujourd'hui à plusieurs reprises. Qui sait s'il trouvera ou non ce format, en tout cas je le souhaite pour les lecteurs et pour les spectateurs à venir. À cheval sur le dos des oiseaux, qui est donc le dernier texte en date, en tout cas, de Céline Delbecq. Et je vais lire un très court passage. Alors je ne vais sûrement pas le dire si bien que les comédiennes qui ont eu l'occasion déjà de réciter ce texte. Et je parlais tout à l'heure d'un podcast, il y a une actualité podcastienne pour l'instant autour de Céline Delbecq, puisque je parlais de ce podcast d'Alinéa où on l'entend parler de ces rituels d'écriture. Mais il y a aussi un autre podcast qui est sur France Culture, avec la lecture, la mise en voix, c'est plus qu'une lecture, c'est vraiment une interprétation de ce texte. Donc là aussi, si vous avez envie d'entendre résonner les mots de Céline Delbecq, vous pouvez chercher sur France Culture, c'est tout à fait disponible. Et sur la page YouTube des archives et musées de la littérature. Ah, voilà, merci Alice pour cette précision. Je devrais l'avoir dit. Bon, bref. Pardon. Les gens, ils me bousculent plus dans la rue. Ils me font des petits sourires. Ils me disent « Oh, qu'il est joli !» Et même une fois, on m'a donné un ballon, gratos, un ballon rouge, avec l'hélium qui vole tout seul. Ça fait plaisir. Je l'adorais, ce ballon. Dans le logement, ça faisait joli. Ça mettait un peu de gaieté, sans abîmer les murs. Logan, il le regardait avec ses grands yeux qui me regardent tout. Sans enfant, on ne me l'aurait pas donné, c'est sûr. Attention, c'est pas pour avoir un ballon que j'ai gardé Logan. C'est pas ce que j'ai dit. Il faut faire attention à ce qu'on dit ici, parce qu'après, on a des mauvais points. Le ballon rouge, le ballon que cette mère a. J'aimais bien juste contextualiser que le personnage Karin Billen, donc c'est une femme qui est issue d'un milieu précaire et qui a été reléguée dès l'enfance vers les filières handicapées. Moi, c'était la question. J'étais tombée sur une étude d'Alice Romainville qui disait que 80% des enfants en école spécialisée étaient issus de milieux précaires. Et donc, c'est une information qui m'est rentrée dans le corps. Et je me suis dit, mais comment est-ce possible ? Quel est le lien entre la précarité et le handicap ? Il n'y en a pas. Donc, comment la société fabrique-t-elle du handicap à partir de la précarité ? Donc, Karin Billen, j'ai écrit son parcours. Donc, c'est une femme adulte qu'on a reléguée au handicap. Et donc, en fait, là, la situation, c'est un monologue et elle s'adresse à quelqu'un, je le révèle ou pas ? Bon, peu importe, elle s'adresse au directeur des droits de l'enfance et il se fait que cette femme est sous tutelle. Et il s'est passé quelque chose, on ne sait pas très bien, ça je ne vais pas vous dire, et en tout cas, on lui menace de lui retirer son enfant parce qu'elle est sous tutelle. Et donc, l'histoire du ballon rouge, j'aimais bien le ballon parce que elle dit ça permet de mettre un peu de gaieté sans abîmer les murs.
puisqu'en fait, elle n'est pas chez elle. Le logement social, c'est le logement de la société, c'est le logement de l'arbitraire, c'est le logement dans lequel les assistantes sociales et assistants sociaux vont rentrer pour lui dire ce qui est la norme et ce qui n'est pas la norme, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut pas faire. Et donc le ballon, c'est pas un cadre, c'est pas. Et puis c'est quelque chose qu'on donne à l'enfant. Mais elle, tout à coup, elle a l'impression que c'est la vie qui rentre dans ce lieu qui n'est pas à elle. Merci. Merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir partagé voilà, vos interprétations, ou en tout cas ce que vous aviez à dire des différents extraits que j'ai lus. Je voudrais revenir un instant avant de passer la parole aux questions que vous auriez à poser à nos invités de ce soir. Je voudrais revenir un instant sur leur actualité à tous les trois. Je vais devoir me déplacer légèrement pour aller chercher des choses. Donc, Céline, j'ai parlé de ce texte qui est joué en ce moment, qui va l'être à nouveau. On reprend à partir du 3 mars. Ça tourne. Oui. Hâte, Louvain-la-Neuve. J'ai pas toutes les dates en tête, mais elles sont sur le site de ma compagnie qui s'appelle La Bête Noire, Compagnie de la Bête Noire. Voilà. Alors, chez Laurent, je vais devoir me lever. Je vais meubler pendant que... Parce que, à propos des objets, il y a une chose que j'avais envie de dire, c'est qu'il faut quand même faire attention. Dans Robinson, j'ai voulu être moderne en parlant d'un iPod, un objet qui était moderne à l'époque. Et 3 mois après la sortie du bouquin, Mac a arrêté la production des iPods. Si on le réimprime, il faudra une note en bas de page pour qu'on sache de quoi il s'agit. Et donc, il vaut mieux effectivement parler des ballons, des bulles de savon et des volets. Là, on est encore tranquille pour quelques années. Mais Merci pour ce point, effectivement, sur le danger de l'obsolescence aussi des références littéraires, enfin des références du quotidien dans la littérature. Alors, Laurent Demoulin, dans son actualité, il y a ce recueil Belgique, Belgique au pluriel, donc les Belgiques tels que les écrivains, les écrivaines qui publient des nouvelles dans cette série, puisqu'en réalité, Belgique, c'est une série, et donc différents auteurs et autrices contemporains belges expriment leurs Belgiques, à travers ce recueil. Donc c'est publié chez Caire Éditions et c'est en vente ce soir et puis dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. Mais sinon, ils sont en vente ce soir, parce que j'ai peut-être pas dit ça, mais voilà, les ouvrages, ceux-là, en tout cas, que j'ai pas ceux que j'ai amenés de chez moi, ceux-là, je les garde, mais ceux-là, en tout cas, ils sont disponibles à la vente et à la signature. Profitez-en, vous avez les écrivains sous la main, ils sont là. Voilà, pour faire quelques belles dédicaces. Alors de François, je n'ai pas raconté la nuit, mais peut-être qu'on peut le montrer s'il est là. Voilà, donc Raconter la nuit, qui est le dernier roman qui vient d'être publié. Voilà, merci. Qui vient d'être publié au Seuil. Donc le voici. On est vraiment dans l'actualité. Il vient de sortir il y a quelques jours. Ah voilà, dans 2 jours. Bah oui, non, je m'avance encore. C'est parce que je l'ai déjà eu dans les mains également, donc je pensais qu'il était déjà disponible. Pardon. Dans 2 jours, donc vous pouvez vous précipiter chez votre libraire préféré pour acquérir ce nouvel ouvrage de François Emmanuel. Mais sinon, la table regorge d'autres titres de François que vous n'aurez peut-être pas dans votre bibliothèque et que avec lequel vous pouvez repartir ce soir. Et puis alors. Mais et puis il y a une autre double parution chez Lanzmann, comme l'éditeur de Céline Delbecq, avec 2 textes de théâtre, dont Dressing Room, dont j'ai parlé au début de la rencontre qui se joue actuellement au Varia, et Les trains dans la prairie. Donc c'est un volume qui regroupe les 2 titres. Et alors, je suis obligée, forcément, mais je le fais avec joie et je crois avec à propos. Je dis je suis obligée et parce que c'est un volume que les archives et musées de la littérature viennent de publier, qui est consacré donc ça s'appelle Le monde de François Emmanuel. Ça parle bien entendu de l'œuvre de François, mais ça laisse aussi largement la parole à François à travers toute une série d'entretiens
qui ont été menées par Christophe Meuret, qui est là au bout de la salle et qui est donc la personne qui a préparé l'exposition avec moi. Vous voyez comme quoi tout se tient, hein, finalement, tout ça. Hein, les liens et les connexions se font facilement entre les personnes et les choses. Et donc, voilà, c'est un livre qui regorge, je pense, qui est une vraie plongée au cœur du travail, de l'œuvre, de l'écriture, de la matière qui nourrit toute l'œuvre de François jusqu'à aujourd'hui. Et probablement, c'est l'avenir aussi, puisqu'il y a sans doute des matrices, des germes de choses à venir, en tout cas en termes de réflexion, sur l'écriture qui se trouve dans ce livre, que je suis bien entendu obligée aussi de vous conseiller, hein, et qui est aussi en vente ce soir. Voilà. Merci, en tout cas merci au Musée de la Littérature, merci à Christophe Meuret. C'est l'aboutissement d'un travail de 3 ans et je suis très honoré et très, très touché que ça ait pu se faire avec tellement d'écoute de la part de Christophe. Merci, vraiment. Voilà, et alors je fais encore un tout petit peu de pub, si vous me permettez. S'il y a parmi vous dans la salle des enseignants qui ont envie de venir, parce que l'exposition est encore visible jusqu'au 27 février, ou pas des enseignants d'ailleurs, mais qui sont intéressés par les développements pédagogiques que l'on peut faire à partir des objets exposés dans cette exposition et sur la manière dont nous l'avons conçue, pensée, et qu'elle puisse servir d'outil justement pour mieux connaître et pour mieux appréhender la littérature belge, ou en tout cas une partie de notre littérature, hein, de nouveau, comme je l'ai dit. On ne peut pas tout couvrir, bien entendu, à travers une exposition. Il y a ce formidable dossier pédagogique qui a été créé à l'occasion de cette exposition, qui est disponible en ligne, en téléchargement, et puis ici, je pense aussi à la Maison du Livre, à la demande, bien entendu. Donc là, c'est l'exemplaire d'exposition que j'ai volé, hein, sur le présentoir pour pouvoir emprunter, pour pouvoir vous le montrer. Et donc c'est un dossier pédagogique qui a été réalisé par Laura Delay, qui est là aussi, et qui fait beaucoup aussi à travers le travail d'Espace Nord, qui est une collection que vous connaissez certainement, et qui travaille aussi, qui œuvre à mieux faire connaître notre littérature. Voilà, j'en ai assez dit pour maintenant, et je vous cède la parole pour quelques minutes, les minutes que vous voudrez, pour adresser vos questions à nos écrivains. Profitez-en. C'est la première fois, je pense, qu'ils sont réunis tous les 3 en même temps, donc c'est une chance. Profitez-en et posez-leur les questions que vous souhaitez. Et merci à eux en tout cas. Merci. Voilà, il y a toujours un moment de glace à briser. Moi, j'ai déjà posé beaucoup de questions, hein, donc. Je reviens au savon et aux bulles de savon. Parce que quand on a décrit ces bulles, ce que j'ai pensé, c'est que c'était un objet très éphémère qui avait été sélectionné. Et ça m'a renvoyé à une réflexion que j'avais eue en visitant l'exposition, qui est celle donc, du lien entre objet, littérature, écrit et matérialité de l'écrit. Est-ce que, la question de la transmission, je suis philologue classique et pour nous, l'héritage, c'est d'abord un certain nombre de manuscrits, en nombre donc très limité, mais à chaque fois qu'on retrouve un bout de manuscrit, c'est un aboutissement. Est-ce que cette question donc, du lien entre objet et transmission vous dit quelque chose Les objets qu'on transmet, alors je ne dévoile pas grand-chose parce que la vitrine est là. Céline, elle nous a transmis déjà un objet. C'était un peu une blague, hein. Et en plus, c'est pas un objet d'écriture, mais un objet de mise en scène. Mais c'est comme mes puzzles. C'est parce que j'avais une ligne du temps et pour ne pas l'abîmer, je l'avais collé sur une latte. Et puis c'est Alice Piem qui travaille aux archives qui l'a récupéré. Mais c'est vrai qu'elle m'était bien utile pour le travail, mais ça répond pas du tout à la question de la transmission des objets transmis. Je suis bien embêtée que tu m'aies donné la parole. Tu peux la céder à non, parce que j'aime la question, mais je préférerais rester avec la question que trouver une réponse là comme ça. D'accord.
c'est vrai que on est tout le temps confronté à la question de la transmission, tout le temps. C'est à cet endroit-là qu'on est scribe, au fond. On écrit. Donc on n'est plus dans la transmission orale, on est dans une transmission de l'écrit et on a une responsabilité là. Maintenant, dans votre question, c'est une question où vous tournez autour de la matérialité. Il y a du matériel qui est en train de partir, qui est en train de s'en aller. Et de même, il y a des rituels qui s'en vont. On est une époque extraordinairement accélérée et oublieuse. D'où peut-être cette nécessité de pouvoir garder quelque chose ou donner quelque chose, transmettre ainsi. Oui, alors. Je vais vous dire, je ne sais plus que dire, alors je vais quand même dire quelque chose tout à coup qui est ma propre histoire. Mon père, lorsqu'il avait 83 ans, est allé au secrétariat de la faculté de philosophie et il a dit « je voudrais faire une thèse ». Il n'avait pas fait sa thèse de philosophie. Ça avait été interrompu par la guerre et la mort brutale d'ailleurs de son père puis de sa mère. La secrétaire lui a demandé « mais quel âge avez-vous, monsieur ?» Alors il a répondu parce qu'il c'était un homme qui faisait des phrases. « L'âge de faire une thèse, madame. » Alors, cette thèse, c'était sur le logos. Donc mon père, voilà, à 83 ans, et ça a duré 10 ans. Il s'est enfermé à la grande bibliothèque à Paris, et un peu partout, et il s'est mis à travailler sur la notion de logos. Intéressant. Et surtout cette phrase de l'évangile de Saint Jean, au commencement était le logos, au principe était le logos. Et le logos était auprès de Dieu. C'est très étrange, ce début de l'évangile de Saint Jean. Enfin, peu importe. Il s'est mis à travailler là-dessus. Et puis, il a, évidemment, qui trop embrasse mal étreint, il a ouvert, et puis il m'a dit, et il me disait, au fond, j'y arriverai pas, j'arriverai pas au bout. Essaye d'en faire quelque chose. Alors ça, c'est une transmission. Une fameuse transmission, mais essaye d'en faire quelque chose. Voilà ce que je voulais dire sur la transmission. Donc la question porte aussi sur le lien entre la transmission et l'objet. Mais François a raison, évidemment, les choses sont en train de changer puisqu'il y a cette nouvelle possibilité de transmission qui est de moins en moins matérielle. Mais je pense que ça ne change pas tout, peut-être pas aussi fondamentalement qu'on le croit, parce que moi, les textes de l'Antiquité, je ne les connais que par des traductions en français. Je ne suis pas capable de lire Homère dans le texte. Donc, c'est passé d'un objet concret, matériel du 8e siècle avant Jésus-Christ, et puis par plein d'autres objets, et puis ça s'est transformé en un objet qui est un livre en papier en français. Donc il y a tout le temps de la matérialisation et de la dématérialisation. C'est une spécificité de la littérature par rapport à l'architecture, où là le Parthénon, il est abîmé par rapport à l'époque, mais je n'ai pas... Enfin, il y a des photographies ou des petites reproductions en petit, mais bon, il y a quand même le Parthénon, il est toujours là, je peux aller le voir. Je ne vais pas aller chercher les papyrus, ou je ne sais pas sur quoi il écrivait en fait Homère. Il écrivait sur quoi en fait Homère? Du papier déjà. Enfin bon, ça, vous voyez. Donc je crois qu'on a quand même besoin de l'objet. Moi je suis content que ça existe en tant qu'objet, ça aussi. Mais l'objet n'est chaque fois qu'une étape, si on veut,
Mais bon, je n'ai pas l'ambition de durer aussi longtemps qu'Homère quand même, surtout en parlant de la Belgique au pluriel. Est-ce que vous avez envie de poser une autre question? Est-ce que vous voulez peut-être discuter avec nos écrivains? Là, on a parlé des objets qui sont utiles, qui existent. Moi, ce qui m'intéressait, c'est est-ce qu'il y a un moment donné dans vos écritures, dans vos travaux, est-ce qu'il y a des objets qui ont manqué? Parce que je pense à cette scène je crois que c'est dans l'Amérique de Kafka, où le personnage très vite sa valise et regrette un morceau de saucisson, je crois, et un autre truc. Enfin, il y a le regret de cette valise qui symbolise un peu son lien avec le pays d'origine. Est-ce qu'il y a des objets qui vous ont manqué ou qui manquent encore maintenant? C'est évidemment une très belle question. Ce qui se passe, c'est qu'on est passé dans on va dire, dans le symbolique. Ça me fait penser à l'histoire de Henri d'Argère. Henri d'Argère, c'est un auteur d'art brut qui, un an avant sa mort, à l'âge de 80 ans, qui vivait à Chicago, et un an avant sa mort, il était vraiment très, 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 très loin. Le propriétaire a décidé de le mettre en maison de repos. C'était un propriétaire qui était intéressé par l'art, c'était un photographe. Et il a découvert dans sa chambre un chaos incroyable, avec une saga extraordinaire, qui est la saga des Vivian Girls, totalement folle, histoire. Et il y a à peu près, il avait écrit à peu près 30 000 pages sur la saga des Vivian Girls, avec le royaume chrétien et le royaume qui essayait. C'était comme une guerre interminable. C'était un peu comme le ces grandes guerres mythiques, enfin peu importe. Et d'Argère, qui se servait sans doute de son espèce de création en permanence comme d'un objet pour se protéger lui, en fait, du réel, et qui lui permettait de ne pas devenir tout à fait fou, même s'il était très solitaire. D'Argère avait une photo d'une petite fille qui, en 1905, c'était une photo tirée d'un journal. Cette petite fille avait été violée, tuée, enfin peu importe, c'est une histoire assez terrible. Et voilà, mais cette petite fille était au cœur de son travail, créatif, on va dire, un peu extravagant, un peu fou. Et voilà qu'il perd la photo. Il y a un objet manquant, mais c'est intéressant parce que je pense que pour lui, c'est un drame absolu. Et un drame absolu au point que dans ces textes, qui sont des textes un peu autobiographiques, il implore Dieu, enfin, il fait tout pour retrouver le petit objet qu'est la photo. Mais là, lui, je pense que la différence entre lui et nous, moi, peut-être, quand même, c'est que lui, d'une certaine façon, sa création, elle vient coller à lui, parce qu'il est un peu fou. Il est dans la psychose, en fait. Donc, le manque est totalement constitutif de sa quête. Il ne sait pas symboliser ce manque. C'est à ça que vous me faites penser, au fond, avec votre question. Tandis que nous sommes dans le logos, peut-être. On arrive à le symboliser un peu. Mais c'est vrai qu'il y a de l'objet manquant. Mais cet objet, il n'est pas nécessairement matériel, comme il l'était chez Henri d'Argère. Vous ne devez pas répondre. Je réponds. Personnellement, il y a du manque sûrement, évidemment, vous avez raison, il y a toujours du manque, sinon on n'aurait pas besoin d'écrire, mais moi le manque est plutôt symbolique et humain, il y a d'autres personnes.
des morts, par exemple. J'ai écrit beaucoup sur des morts, donc ça, c'est des choses qui manquent, des êtres qui manquent plutôt. Mais des objets, j'ai l'impression qu'ils jouent plutôt le rôle inverse, d'être présents, et dans notre société, dans notre monde, les objets ne manquent pas des masses. Enfin, je ne vois pas ce qui me manque comme objet. Et au contraire, quand ils disparaissent, ça ne crée pas un manque, ça crée une sorte de libération, je trouve souvent. J'ai pas subi les horribles inondations qu'il y a eu dans la région liégeoise, mais ça m'est arrivé une fois quand même, qu'il y ait une inondation dans ma cave. Et c'était une fête, vraiment, toutes ces choses que je gardais dans ma cave. Heureusement, pas mes rondelles de cailles à Thomas, elles ont été protégées des eaux, mais là, ça aurait été dur. Mais je pense qu'on est plus dans le trop d'objets que dans le manque d'objets dans notre société. Et que quand soudain on est débarrassé un peu d'une part... Enfin, aller au parc à conteneurs, c'est jouissif, non? De jeter dans les... Non, moi j'adore faire ça. Alors que j'aime bien garder, hein, vous avez compris. Mais quand même, quand on jette dans les bacs, là, non, c'est pas... Non, il n'y a que moi? Si, vous aussi. Donc, j'ai pas l'impression que j'ai jamais écrit par manque d'objets. Par contre, peut-être manque d'argent, non, je blague. Malheureusement, non. Mais des manques humains, ça oui, beaucoup. Les morts, etc., oui. Mais manque d'objets, les objets sont bien là, et soit ils nous encombrent, soit ils nous aident, ils nous rassurent de nouveau, je pense, mais non, je sais pas. Voilà, on va peut-être terminer sur cette question, sur l'objet manquant. En tout cas, il a été question beaucoup d'objets, beaucoup question de littérature, d'écriture, de création. Merci beaucoup François, merci beaucoup Laurent, merci beaucoup Céline de nous avoir fait partager ces moments ce soir, et merci à vous d'y avoir contribué aussi par votre présence, et bonne soirée à tout le monde.